Mahito Gai et Hatake Kakashi. Deux personnages qui sont extrêmement appréciés par les fans de Naruto puisque tous les deux ont une histoire très émouvante et particulière, possédant chacun un passé douloureux puisque les deux ont perdu leur père dans leur jeunesse. Ils sont chacun considérés dans le monde ninja comme de véritables shinobi d'exception, formant également une espèce de duo puisque ces derniers sont également rivaux. J'ai donc décidé de comparer les deux Jonin de Konoha no Gakuren à leur prime, c'est-à-dire au maximum de leur capacité, à savoir la 8ème porte pour Gai et le Susanoo parfait pour Kakashi. Pour ce faire, on va d'abord faire un rapide résumé des forces des différents personnages et un petit peu de leur philosophie parce que c'est important, avant de les mettre en confrontation. Juste avant que la vidéo ne commence, je t'invite à venir me suivre sur Twitch que j'ai créé il n'y a pas très longtemps en fait. Et je vais commencer à streamer dessus très bientôt, donc ça va vraiment être sympa. Donc je t'invite à venir. Sur ce, Ohayomina Seihiro, et aujourd'hui on oppose Gai Report à Kakashi Susanoo. Mahito Gai, surnommé également l'ombrageuse panthère de jade de Konoha, est un simple enfant sans talent qui est né sans savoir utiliser ni le genjutsu ni le ninjutsu. Il était également le fils d'un autre raté se nommant Mahito Dai, aussi appelé l'éternel Genin, puisque ce dernier stagnera toute sa vie à ce stade, subissant ainsi railleries et insultes de la part de ses supérieurs. Mais malgré toutes ces moqueries, Dai ne se laissera jamais abattre et utilisera même ses détracteurs comme source de motivation afin d'avancer, allant même jusqu'à les remercier pour leurs critiques qu'il qualifiait d'encouragement. Tout ça provenait de la philosophie qui avait guidé la vie de Dai, c'est-à-dire le défi que l'on s'impose à soi-même. Cette mentalité consiste à toujours repousser ses limites en s'imposant continuellement des défis. Malheureusement, malgré tous ses efforts, Dai gardera un niveau médiocre dans le seul art où il avait un tant soit peu de capacité, le taijutsu. C'est cette mentalité du dépassement de soi que Dai lèguera à son fils Gai et qui régira la vie de l'un des plus grands experts en taijutsu du monde. Comme je viens de le dire, Gai aussi était très mauvais à la base, ne pouvant utiliser ninjutsu ni genjutsu. Il sera recalé à l'entrée de l'académie, puis finira par être repêché grâce à ses efforts et à ses entraînements plus durs les uns que les autres. Étant d'abord la risée de tout le monde, il sera au fur et à mesure accepté et reconnu par son entourage, admirant sa ténacité. Et contrairement à son père, Gai avait su trouver sa voie dans le taijutsu. Même si son père jouera un rôle très important dans son évolution, celui qui selon moi a le plus inspiré Gai, c'est clairement son éternel rival Kakashi. En cherchant à rattraper le génie né qu'était Kakashi Hatake, Gai développera ses techniques de taijutsu jusqu'à son paroxysme. Et comme on le verra tout à l'heure, il rendra bien l'appareil à ce dernier. Gai atteindra un niveau tellement élevé que sa renommée dépassera même les frontières de Konoha, étant même reconnu par des ninjas exceptionnels comme Itachi qui le qualifiera de ninja très puissant. Comme je l'ai dit, la marque de fabrique de la panthère de jade est son taijutsu. Le type de taijutsu qu'il pratique se nomme le Goken, à traduire comme le point fort. Ce type de taijutsu vise à frapper son adversaire de la façon la plus violente possible afin de briser ses os. C'est un taijutsu qui, de par son essence, s'oppose au Juken des Hyuga, qui lui vise les tenketsu de l'adversaire afin de causer des dégâts internes. D'ailleurs, si le cas des Hyuga vous intéresse, je fais une vidéo dédiée à leur clan, donc je vous invite à la regarder. Cette expertise dans le Goken permet à Gai d'utiliser des techniques comme le Konoha Senpu, c'est-à-dire la tornade de Konoha, ou encore la version améliorée de cette technique, le Konoha Dai Senpu. Mais la plus puissante arme de Gai est celle qui lui fut léguée par son père, la technique du Hachimon, ou en français, les 8 portes. J'ai également fait une vidéo où j'explique les différentes étapes de cette technique que tu peux aussi aller regarder juste ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la 8e porte qui se nomme Shimon, la porte de la mort. Le verrou psychique se trouve sur le cœur, endroit où il faut presser pour l'activer. Une fois fonctionnelle, une vapeur rouge correspondant à du sang entoure l'utilisateur. L'ouverture de cette porte procure également une force surhumaine à celui qui l'ouvre. Plus l'utilisateur sera puissant et habile de base, plus la force qu'il recevra sera grande. Pour avoir un ordre d'idée, on peut noter que Gai tiendra tête à Madara Rikudo avec un seul Rinnegan et qu'il a même salement amoché, détruisant une bonne partie de son corps. Gai utilise deux techniques dans ce mode. La première se nomme le Sekizo, aussi appelé éléphant du soir. Comme vous le savez, les techniques de Gai sont en rapport avec le temps de la journée. Ainsi, plus la technique fera référence à une période tard de la journée, plus celle-ci sera puissante. L'éléphant du soir consiste à frapper 5 fois l'air afin de le comprimer et donc de rediriger toute cette masse sur son adversaire. C'est une technique dévastatrice.
L'ultime attaque de Gai, elle, se nomme le Yagai, à traduire comme le Gai de la nuit. Il s'agit d'un Kinjutsu, c'est-à-dire une technique interdite, qui fait prendre à l'aura de celui qui l'utilise l'apparence d'un dragon. C'est une attaque assez basique puisqu'elle ne fond pas l'air ou autre, mais elle est d'une puissance incroyable puisqu'elle détruira la moitié du corps de Madara, forçant ce dernier à élever Gai au rang d'adversaire honorable. Cependant, cette attaque nécessitant l'ouverture de la porte de la mort, la seule finalité possible est celle-ci. あいにく俺には一人もそんな奴はいないんだよ。もうみんな殺されてる。 Hatake Kakashi, fils de Sakumo Hatake, le Shiroi Kiba. On peut sans crainte dire qu'il était la représentation même du terme génie. Excellent dans tous les arts ninja, il était admiré et respecté de tous, mais voilà qu'un jour, le jeune garçon perdit d'abord sa mère dans des conditions inconnues, avant de par la suite subir le suicide de son père qui avait été traîné dans la boue. Après ça, il se donnera pour mot d'ordre de toujours respecter scrupuleusement les règles afin d'éviter de subir le même sort que son paternel. Mais malgré le modèle de vie strict qu'il s'était imposé, il trouvera en son équipe une sorte de famille, et même si ce fut longtemps compliqué avec l'un d'entre eux, il finira par être en phase avec. Mais comme une espèce de malédiction, il perdra cette nouvelle famille petit à petit. Son meilleur ami se fera écraser par un rocher, la fille qui nourrissait des sentiments à son égard mourra de ses propres mains, et son maître se sacrifiera pour protéger le village. C'en était beaucoup trop pour Kakashi qui s'enfermera de plus en plus dans les profondeurs des ténèbres. Il noiera son chagrin dans le sang de ses adversaires, mais je pense qu'en réalité, ce que cherchait Kakashi en faisant tout ça, c'était tout simplement la mort. Le véritable objectif de Kakashi était de mourir afin de rejoindre tous ces gens qu'il avait perdus. Mais dans ces ténèbres, son éternel rival Gai était là pour le sauver et le soutenir. Autant dans leur jeunesse, c'est Kakashi qui poussera Gai à se dépasser, autant ici, c'est Gai qui tirera Kakashi du sombre destin qui l'attendait. C'est pour ça que la relation Gai-Kakashi est si intense et plaisante à voir. Sinon, pour revenir dans le cœur du sujet, Kakashi à son prime possède les 2 Mangekyou Sharingan venant de lui être légués par Obito. À ça, faut aussi ajouter le chakra du Rikudo qu'il avait reçu. C'est d'ailleurs seulement ce chakra-là qui lui permettra d'utiliser le Susanoo parfait, bien qu'il ne possède pas le Mangekyou Sharingan éternel, condition qui semblait être essentielle pour pouvoir utiliser ce stade du Susanoo. Avec ce Susanoo, il sera capable d'utiliser des attaques comme le Kamui Shuriken ou le Kamui Raikiri. Il est également, comme Obito, capable de traverser la matière. Bien, maintenant on va opposer directement les deux. Tout d'abord, dans une logique uniquement basée sur la puissance et les adversaires combattus, mais également de façon à regarder qu'est-ce que ça raconte et ça apporte à l'histoire. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que Gai Whipport possède une vitesse incroyable. Il a l'avantage de pouvoir se mouvoir comme bon lui semble. On l'a bien vu face à Madara, Gai possède une force surhumaine et sans son pouvoir de régénération, Madara serait mort. Il peut donc, selon moi, aisément fracasser la carcasse du Perfect Susanoo de Kakashi avec l'éléphant du soir, par exemple. Certes, Kakashi possède des capacités très puissantes comme le Kamui Shuriken, et au vu de la vitesse de Gai, cette technique serait totalement inefficace contre l'ombrageuse panthère de jade. J'irais même jusqu'à dire qu'elle laisserait des ouvertures, occasion dont pourrait profiter notre cher Gai pour l'attaquer. D'ailleurs, lorsqu'il ouvre la 7ème porte, Gai est capable de repousser, voire même de détruire le Susanoo incomplet de Madara, et ce, malgré le fait qu'il était à bout de force, je le précise. Et c'est aussi ce que Bi précisera. Et pour ceux qui sous-estimeraient le Susanoo incomplet de Madara, je vous rappelle que c'est également dans ce même Susanoo incomplet qu'il a mis à mal les 5 Kage, donc ce n'est pas rien. Attention, je ne dis pas que Gai 7ème porte volait 5 Kage, bien sûr que non, mais il faut comprendre que ce n'est pas n'importe quoi. Alors il est totalement légitime de penser que Gai Whipport puisse détruire par des attaques successives le Susanoo de Kakashi. Après, Kakashi pourrait utiliser le Kamui pour passer à travers les attaques de Gai. Mais n'oublions pas que Kakashi doit impérativement se matérialiser pour attaquer, et avec sa vitesse, le spécialiste du taijutsu ne le manquera sûrement pas, comme je l'ai dit. Surtout s'il enchaîne avec les 5 coups de l'éléphant du soir, là Kakashi ne pourrait rien faire. Vous l'aurez bien compris, pour moi, Gai l'emporte haut la main. La seule façon dont Kakashi pourrait le remporter, en tout cas la seule façon dont moi je vois, ce serait d'essayer d'avoir Gai à l'usure. Dans ce cas-là, oui, il pourrait sûrement remporter le combat. Mais en l'ayant à l'usure, ça veut dire que Gai n'aura plus les 8 portes, donc ce n'est plus vraiment l'opposition qu'on a trouvée. Maintenant, quels sont les arguments scénaristiques qui me font penser ça? Eh ben, c'est tout simplement l'essence même de l'ouverture de la 8ème porte, qui est qu'en échange de sa vie, on reçoit un pouvoir hors du commun. A l'époque, lors de l'examen Chunin, Kakashi expliquera à Sakura et Naruto qu'en ouvrant la 8ème porte, on était capable de surpasser même le pouvoir du Hokage. Et ce n'est pas vrai puisqu'à l'époque, le rang de Hokage était l'ultime niveau qu'on connaissait. C'était une façon de dire qu'en ouvrant cette porte,
on obtiendrait une force dépassant tout entendement. Kakashi réitérera son information lorsque Guy ouvrira Shimon en expliquant à Gaara que Guy surclasse tous les Kage. Et puis comme je dis, la 8e porte est la technique sacrificielle ultime par excellence. Et ça, croyez-le, scénaristiquement parlant, c'est à prendre en compte. Pour finir, je pourrais même faire une déduction presque logique. Madara Mangekyo Sharingan éternel, étant l'élite du clan Uchiha, maîtrise sûrement mieux le Susanoo parfait que Kakashi. On pourra en déduire qu'il est donc plus fort que lui. Or, Hashirama est visiblement plus fort que Madara Mangekyo éternel, vu qu'il fera quasiment jeu égal avec ce dernier alors qu'il avait Kurama à ses côtés. Jubito est plus fort que Hashirama et c'est Shodaime lui-même qui le dit. Madara Rikudo, même avec un seul Rinnegan, maîtrise beaucoup mieux et est plus prédisposé à être l'hôte de Jubi que Obito. On pourrait donc en déduire facilement qu'il est plus fort que lui. C'est donc avec cette personne que Guy Biport fera presque jeu égal. Il est donc, selon moi, plus fort que Kakashi Susanoo. Et voilà, la vidéo est donc terminée. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des débats de puissance, mais j'ai trouvé ça sympa, parce que ça me permet de souffler un peu comparé à toutes les grosses vidéos que je fais. Et je trouvais ça aussi intéressant d'aborder ça sur un terrain non seulement de puissance pure, parce qu'on va pas se mentir, ça fait quand même kiffer, mais également sous un point, on va dire, de l'apport à l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment important, surtout quand on fait des théories, ou même quand on fait des débats de puissance, de se dire, ok, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de savoir que machin est plus fort que machin? Parce qu'il faut savoir que dans des mangas comme Naruto, et encore plus dans des mangas comme One Piece, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est ça qui permet à l'histoire de garder une certaine logique et une certaine cohérence. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'oublie pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, en particulier Instagram et Twitch. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas le cas. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.